Partie 4, mais je tiens à dire pour moi, première partie, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas fait ensemble avec Flavie. Donc C'est j'ai vrai. l'impression que là, on est reparti pour toute l'année scolaire qui s'annonce. Ça Ça veut fait dire que ça tellement t'a manqué plaisir. alors. Quoi? Ça veut dire que ça t'a manqué alors de faire des Bah, rêves. comme on dit, un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Merci Gauthier. Voilà. Ça m'a manqué Mais aussi. non, mais je parlais, Ah, excuse-moi, je je- parlais du Premier ministre de la France. ah non, mais je pensais que tu parlais de moi. T'imaginais quoi? Je me sens un peu idiote là. Non, mais tu prenais pour Non, mais en quelqu'un tout de cas, plus gentil que je suis. nous sommes parlés malgré tout sans revue de presse. Nous avons échangé beaucoup, donc maintenant, nous, Bien nous avons sûr. des conversations. Non, et en vrai, tu m'as manqué. Oui, voilà. Voilà. Donc les Ok. spectateurs vont pas tout comprendre, mais c'est pas grave. En Non, tout on cas, s'en on est fout, content de de toute façon. reprendre. Et voilà, c'est la fin août, bientôt la rentrée. Donc au menu ce soir, cher Gauthier. Eh bien, écoute, des choses un peu moins appétissantes que ce à quoi on s'est habitué au cours du dernier mois quand on s'est vu. Alors, on va faire un point sur les JO avec du recul, hein, cette fois-ci, Mhm. même si les Jeux paralympiques vont bientôt commencer. Ensuite, on va se poser la question de l'effondrement de la doxa économique du mondialisme. Tout de suite, ça fait un peu plus Ouais. sérieux. On va également chercher au jeu de cache-cache. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le gouvernement de la France qui semble se chercher aussi. Il est peut-être dans une phase adolescente de quête d'identité et de soi. Puis nous aborderons l'Allemagne qui, elle, se cherche, enfin plus exactement, cherche la sortie pour cesser d'aider l'Ukraine militairement sans trop que ça se voit. Mhm. Il va prétexte, comment dire, les flambées populistes. Mhm. C'est quand même assez bas, on peut dire. Ensuite, nous continuerons avec le point un peu sur les lois immigration en France et au Royaume-Uni, afin de terminer, comme souvent, parce qu'on a toujours envie de terminer avec ça, Orban, et donc comment Orban fait du mal aux grandes multinationales de la distribution, ce qui offusque notamment le monde et les instances européennes. Je me demande si je ne viens pas de faire un pléonasme. Alors, ben écoute, donc on commence avec les JO. Vas-y, je sens que tu as les cartouches. Donc, Oui, alors je me mets de c'est côté marrant et parce j'avoue. que c'est un peu, je sais pas du tout comment lancer ça parce que c'est très tabou et c'est un peu un débat impossible parce que ça traverse un peu les personnalités, je trouve et les partis, c'est pas une question, tellement de quel bord politique on est, je trouve, tout ce que je constate, en parlant à droite, à gauche, de la façon dont les gens ont perçu alors là, évidemment, on va pas parler spécifiquement des JO, mais des cérémonies d'ouverture et de clôture qui, d'ailleurs, n'ont pas grand-chose à voir avec le sport. Mais bon, en tout cas, qui ont fait beaucoup parler. Alors évidemment, surtout, dans les milieux, ce que j'ai noté dans la presse, d'extrême droite et catholique, et de l'épiscopat français. Donc on lie avec cette façon aussi de lier tout de suite l'extrême droite et les milieux catholiques, ce qui est déjà aussi, je pense, une erreur souvent une erreur politique, une erreur Simplification. culturelle, parce que bon, c'est Oui, les l'extrême droite catholiques n'est sont pas marqués toujours à gauche. catholique. Oui, et puis ils sont marqués depuis les années 60 plutôt à gauche, hein, les catholiques français. Déjà, la gauche ou centre-gauche, centre-droit, et l'extrême droite est souvent euh, anti-religieuse, enfin pas spécifiquement catholique. Alors après, vous avez Franco, enfin bon, on va pas débattre de ça, mais je veux dire, c'est un peu du grand n'importe quoi. De toute façon, souvent dans la presse, culturellement, c'est très très Ça premier ressemble un degré. peu donc à la cérémonie des JO. Ça a Oui, son charme, le grand n'importe quoi. oui. Faut le Oui. Non, reconnaître. alors moi, ce que j'ai trouvé, enfin, et c'est là où je voudrais ton, ton opinion, puisque j'en ai reçu beaucoup et ça part un peu dans tous les sens, c'est que surtout, comment dire, c'était très peu joyeux en fait. Surtout la cérémonie de fin que j'ai absolument pas vue en entier. Hein, j'ai vu des extraits. Cette chute sur une terre noire, cette chute d'un ange doré sur une terre noire. En tout cas, au-delà de ses significations, c'était assez diurne. Euh, et ça ne célébrait pas grand-chose qui a
à voir avec la joie et l'engagement et le sport et tout ça, déjà, hein, de façon purement basique. Bon, après la cérémonie d'ouverture, on en a parlé, reparlé, la scène, pas la scène, et cetera. Alors, moi, ce que je trouve intéressant de voir aussi, c'est que les narratifs ont changé une fois qu'il y a eu les réactions, c'est-à-dire avant, les acteurs qui étaient sur cette scène ont bien dit qu'ils incarnaient la scène chrétienne et la personne qui est censée incarner Jésus dit qu'elle était choisie en tant que obèse, lesbienne, je ne sais pas quoi, pour incarner Jésus. Elle avait bien dit ce terme. Et après, si nous, on voyait la scène, on était forcément stupide et complotiste. Bon, voilà, tout ça pour dire que... Ça, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est un grand Non, mais classique, on c'est-à-dire, va dire. on trappe, comment on dit, on piège un petit peu les gens, de toute façon, où ils ne sont... Ils reçoivent des messages subliminaux, où il ne faut rien voir, et si on voit, on est forcément... voilà, conspirationniste. Donc, de toute façon, c'est un piège, on n'en sort pas. Mais bon, qu'est-ce qu'on a vu? Beaucoup de veaux d'or, beaucoup de bêtes à cornes, des très beaux moments aussi. La Marseillaise était très bien chantée, il y a eu des beaux moments, la fameuse la montgolfière, etc. Mais entre ces beaux moments, des moments un peu incompréhensibles et un peu qui tournaient un petit peu en dérision éventuellement l'histoire de France. On a beaucoup parlé de Marie-Antoinette décapitée. Je ne sais même pas si c'est Marie-Antoinette, c'est peut-être juste une aristocrate qui tient sa tête sous le bras, mais comme seul moment d'histoire de France, je crois que c'est celui-là qu'on retient, donc c'est aussi un petit peu mortifère. Voilà, Moi, écoute, je j'aurais te donne plutôt ça un envie de petit peu en dire que vrac, mais je te laisse réagir. alors oui, juste, là-dessus, c'est le moment de la Révolution. Alors Oui, moi, j'adore le groupe, Gojira qui a oui, joué, au moment de cette scène. Je trouve que c'est un petit peu révélateur de la transformation de la place de la Révolution française dans l'imaginaire collectif. Parce qu'en gros, jusqu'aux, cérémonies du bicentenaire, jusqu'en 1989, la France se construisait en tant que nation héritière de la Révolution. Parce que ça lui permettait de s'inscrire dans le grand narratif, mondial, qui était de l'histoire mondiale, qui était le progrès, et qui était symbolisé par le communisme. À partir du moment où le communisme a chuté, au début des années 1990, l'idée de révolution, l'idée de progrès a disparu et donc la révolution a de plus en plus été, réduite, en fait, à une sorte de spectacle grand guignolesque, de film gore, dont l'aboutissement a été la mise en scène au moment de la cérémonie d'ouverture. Donc moi là-dessus, les gens de droite souvent parlent de: «Ah, c'est quand même scandaleux de montrer Marie-Antoinette décapitée». Moi, ce que je trouve un peu scandaleux, c'est de réduire quelque chose qui nous a amené quand même la déclaration, c'est le ça. serment de la fédération, ce Non, mais qui est pourquoi ce pas que montrer le serment du jeu de paume, par exemple, quelque chose oui, de fédérateur? Pourquoi voilà, montrer ça? Ouais. le serment du jeu de paume. Il y a des trucs visuellement fous à faire avec le Mmh. serment du jeu de paume, bien plus qu'avec la scène. On pourrait montrer, rappeler la Déclaration des droits de l'homme. On pourrait l'égalité homme-femme, l'autorisation du divorce, la séparation de l'Église et de l'État, réalisée par le Directoire. Il y aurait tellement de choses à montrer de la Révolution, qui en plus parlerait peut-être plus au monde que, Mmh. la décapitation de Marie-Antoinette. Donc il y a vraiment un choix là-dessus et c'est un truc sur lequel je vais revenir, mais d'abord je veux te laisser terminer, où on voit qu'on est face à une cérémonie très pop, très warholienne en fait, avec notamment des personnalités qui ont un peu leur quart d'heure de célébrité warholienne. Alors je pense à Gojira, que j'aime beaucoup, que je pense au rappeur Rimka, que j'aime beaucoup, à Aya Nakamura, qui me fait beaucoup rire. Mais Oui, c'est d'une vrai. certaine manière, c'est plein de petits collages warholiens et il n'y a pas de véritable justement narratif, à Oui, il mon y avait avis. aucun narratif, hein, ça n'avait Oui. aucune cohérence, c'était dans tous les sens Alors, et là-dessus, je peux revenir un peu dessus ouais, après, bien mais je sûr. te laisse terminer. Parce que moi, j'y vois une cohérence, mais Ah oui, d'accord. mais là encore, je te laisse d'abord terminer. Non, non, en fait, bon, après, je lance comme ça des choses un petit peu en vrac, donc moi aussi, j'ai peut-être, il faut trouver une cohérence à tout ça, c'est surtout le but, Ah bah, mais tu es par mûr pour exemple, la cérémonie de 2030, d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. non, mais ce qui est gênant, que je parlais tout à l'heure des narratifs qui ont changé et puis qui prennent un peu les gens pour des cons. C'est-à-dire, bon, par exemple, le coup de la scène, on nous dit que c'est pas la scène, mais que c'est
un tableau flamand qui représente un banquet des dieux de l'Olympe, sauf que Qui lui-même celui-là est une même est parodie de un la scène, pastiche. hein. C'est un pastiche de la scène déjà, Oui. ce tableau-là, lui. Voilà. Et dans ces cas-là, pourquoi un tableau flamand pour une cérémonie qui est censée célébrer bon, la France? Bon, à la limite, enfin, qu'est-ce que ça vient faire là, dans ces Ça cas-là? s'appelle du damage control, Flavie. Oui, mais on le sait bien, parce que bon, Vinci, à la limite, Léonard Vinci a vécu longtemps en Oui. France, il y avait une cohérence, mais là, bon, aucun sens. Non, la seule chose, oui, alors après, il y a cette représentation de alors ce qui a fait débat aussi, de ce fameux cheval qui ressemble un peu à un Pale Rider, qui est un peu, donc, qui ressemblerait, parce qu'on a l'esprit mal tourné, à un des chevaliers de l'Apocalypse. Euh, et là aussi, il y a eu beaucoup d'ambiguïté, mais enfin, on a entendu que si c'était un chevalier de l'Apocalypse, ce serait en effet celui annonciateur de la peste ou de la mort. Donc, et comme j'ai l'esprit, et après on nous a dit mais non, on a mal compris, c'est sans doute la déesse Sequana de la scène. Enfin, Mais elle n'a jamais eu de cheval, la et déesse elle a Sequana. jamais été, oui voilà, on l'a jamais représentée à cheval. Donc on voit bien que tout était fait pour rattraper et pour voilà. J'en reviens toujours à cette façon de prendre un peu les gens pour des cons. Et en tout cas, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce cheval et son cavalier, parce que je pense que les deux vont ensemble, seront exposés au siège mondial d'une grande boîte à Paris. Ah, Et j'avais envie de te faire deviner laquelle c'était. ouh là là, oh là, tu me poses une colle. LVMH? Non, non, non. Non, Alors parce que là, si il y on a est des dans choses à le, dire pour sur le faire un peu, on est dans le sponsoring. conspi, donc pour c'est Ah bah oui, c'est pour c'était ça le que je peux pas Pale le Rider trouver si on est dans le annonciateur de la conspi. mort et de la peste. Donc dans quel type de société pourrait-il Une être société de médicale? voilà, Et déjà, laquelle? Novartis? française, française, pharmaceutique française. Ron Poulain? Enfin, je sais, je le connais pas. Ah, Sanofi. Ah, Sanofi. Sanofi. Ah bah, Ouais, je trouve ça très mignon. oui, bah, c'est le oui, là-dessus, bon. C'est Après, rigolo. alors, moi juste pour, un petit peu, moi, ma vision, j'avoue que tous ces aspects, je trouve que c'est donner beaucoup de crédit aux gens qui organisent cette, Ouais, bien sûr. Mmh. cérémonie, d'aller toujours imaginer des choses un petit peu, Non, mais un il joue avec peu ses cotes, ça c'est certain. Après, on peut dire que c'est pas alors sérieux. La Ils seule ils chose jouent avec les codes, comme, oui, par exemple, les groupes de métal jouent avec les codes. sauf que Les ce sont groupes des juste là, je t'interromps sauf que ce sont des ouais, groupes de métal ou ce sont des artistes. Là, c'est quand même une cérémonie qui a été, validée par l'État français. Alors qui a un droit au blasphème, c'est une chose, mais là, c'est validé, dans un contexte quand même de cérémonie, mmh, nationale. Heu, donc oui. voilà, c'est juste, c'est quand même pas Oui, la même alors après le problème, c'est que, comme le disait le rappeur Le Vrai Ben, «Je suis l'homme artiste, de nos jours, ceci désigne à peu près n'importe qui, quelle escroquerie». mmh. Je crois que malheureusement, les Macron se prennent pour des artistes. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, il y en a même un du couple qui se prend pour président et ça a quand même un impact bien pire. Voilà. Bon après Alors oui, c'est aussi comme une inversion. Alors après, ce que vont, évidemment les droitards étaient extrêmement excités, c'était le but, mais la réalité c'est qu'est-ce que représentent tous ces codes? C'est quand même une inversion des valeurs, on va dire, de certaines, des valeurs auxquelles on est habitué depuis très longtemps, le bon, le juste, le bien, et cetera. C'est quand ouais, même voilà. mais là-dessus, Après c'est un prolongement, c'est et les quarantenaires qui ont organisé cette cérémonie d'ouverture. Les quarantenaires ont été biberonnés à l'esprit canal, qui désormais, a métastasé un petit peu dans tous les médias, parisiens. Et l'esprit canal, c'est dérision, c'est déconstruction, et cetera. Je me rappelle plus les 3D. oui, mais Donc en on est au-delà fait de la dérision là quand même, Gauthier, je pense. C'est pour ça. oui, parce que le gros problème de la dérision, c'est que quand l'esprit canal existe dans les années 80, par exemple, on peut faire de la dérision des institutions, de l'école, de la police, de l'Église catholique, Mmh. de ce qu'on veut, même de la République. C'est des institutions qui existent encore un peu. Tandis que, au bout d'un moment, faire de la dérision de la présidence de la République, je sais pas, je pense à ça, quand on Mmh. a Emmanuel Macron aux manettes, c'est un peu plus compliqué parce que lui-même est en dérision permanente, sans même s'en rendre compte.
Donc Mmh. du coup, la dérision, les enfants de Canal+ veulent aller toujours plus loin et il commence à y avoir une surenchère avec Oui, des voilà, codes c'est qui les subventionnable parce qu'à brisent de un moins moment, en au bout de la moins. dérision et du nihilisme, après on s'emmerde un peu quand même, donc il faut Bah et je pense que c'est aller là où tu as trouvé que la cérémonie était un petit peu ennuyeuse. Moi, j'avoue que j'ai pas cette, opinion-là, déjà, bah, parce que moi, je viens beaucoup de cet univers avec ses codes, et dans ces codes, il y a quand même aussi un petit côté punk, un côté, d'avoir une situation, et de faire quelque chose complètement en décalage avec la situation. mmh. Et par rapport à la solennité de ce que devrait être une cérémonie des JO, bah, c'est très réussi. Parce que montrer au monde entier un nain bleu qui chante tout nu pour Mmh. représenter Dionysos, c'est à la fois se foutre de la gueule de Dionysos, parce que Dionysos, il n'est pas bleu dans la réalité, il chante pas tout nu, et c'est un sacré pervers, c'est Ouais, vraiment le dieu qui fait le plus flipper de toute la mythologie grecque. Donc c'est à la fois et disrespectueux envers Dionysos, un peu disrespectueux envers les spectateurs du monde entier qui s'attendaient à voir un truc un peu compassé, un truc un petit mmh. peu JO, quoi. Il ne faut pas se mentir, les cérémonies d'ouverture, c'est aussi souvent passionnant qu'un Comoran mazouté. Donc c'est vraiment l'esprit parisien de la gaudriole qui met sa bite, si tu me permets l'expression, en hélicoptère devant le monde entier. Waouh! Et moi, personnellement, j'aime bien ça parce que c'est un truc effectivement bourré à 2 heures du matin. On fait ce genre de vanne à Paris, on a un petit peu ce genre de jeu avec les codes. Donc c'est réussi pour ce que ça veut faire. Et je crois qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Moi, il y aurait juste une question qui me taraude un petit peu, c'est en fait, qu'est-ce que ça dit de la place de la France dans la mondialisation et dans le mondialisme? Parce que, quand on regarde, bah, justement pour faire le parallèle avec la cérémonie du bicentenaire, de Mmh. donc de 1989 qui est peut-être le dernier grand raoult parisien, il y avait l'idée que la France apportait quelque chose au monde qui était une alternative par rapport, bah, justement au Tina reaganien et thatchérien Mmh. de l'époque, «There is no alternative», le néolibéralisme et cetera et cetera. Et la grande, nouveauté, si j'ose dire, de cette cérémonie, c'est qu'en fait, ça montre que la France ne peut plus proposer d'alternative. Qu'en fait, elle est, elle aussi, désormais à fond dans le mondialisme. C'est d'ailleurs, le sens d'un tweet qui a été remarqué de Attali, où il a dit: «Oui, cette cérémonie, dans 10 ans, soit ça sera l'apogée d'une période de liberté, le mondialisme, qui va bientôt se refermer, notamment avec la montée des BRICS, des régimes illibéraux, soit au contraire, ça sera le point de départ d'une liberté qui va s'étendre sur l'ensemble de la planète». Moi j'aime bien Attali parce qu'il prend pas de risques, hein. Il a toujours fait ça, hein. C'est Ah bah, c'est soit, le en soit même temps. et alors on ne sait pas Ouais, ce qu'il souhaite lui, mais on s'en doute un peu, mais voilà, mais pas il trop quand même. fait les De 2 toute façon, scénarios. il a Franchement, 80 ans. Et oui. et moi, en fait, c'est Mmh. ça, moi, qui me frappe un peu dans cette cérémonie, c'est que, ça parle à un petit noyau de personnes, à une sorte de camp retranché Mmh. des habitants des grandes métropoles, que ça soit Londres, que ça soit Berlin, que ça soit New York, que ça soit Los Angeles, qui trouvent quand même les Français, c'est vrai que vous allez vraiment loin dans l'esprit de dérision. En fait, on a remplacé l'exception française par la French touch. C'est un peu ça. French Touch, c'était le trouble. Le trouble, ça c'était très Frenchy. Voilà, Et French touch, mais et après puis il y on avait des se trucs moins séduit en français. lisant des bouquins à la bibliothèque, Ouais. et puis il y a les Minions, et puis il y a Assassin's Creed, Ubisoft et Mmh. tout et tout. La French touch, en fait, c'est la petite fleur originale, le petit coussin péteur qu'on met, sur la chaise du mondialisme, Après c mais justement, mais ça a et créé quand du même des gros consensus remous puisque, Paris-Washington. beaucoup de chaînes nationales dans le monde, je crois, ont arrêté la diffusion, Mmh. de la cérémonie d'ouverture. Elle n'est plus sur le site du CEO du CIO, pardon. Heu, elle n'est pas accessible, hein, dans son intégralité. Si vous allez sur YouTube, vous voyez des petits digests, de l'événement et dans lequel sont, expurgées les parties les plus gênantes, si je puis Je m'exprimer.
Tu peux Le m'expliquer? problème Non, le mais problème là-dessus, c'est que donc il y quand a tu quand même eu un regardes problème il y oui, a eu un problème diplomatique quand même. mais quand tu regardes l'avènement du mondialisme, c'est début des années 80, avec les Reaganomics et Mmh. cetera, Thatcher. La France est le pays le plus ringard au monde. On tente, une relance par l'investissement public. On est donc complètement à contre-courant, on se plante, 83 tournant de la rigueur. Là, j'ai un petit peu l'impression que la France est la citadelle, avancée de quelque chose qui est en plein recul, dans Ouais. le monde entier et donc qu'on est un petit peu, là aussi alors c'est le paradoxe, on est à la fois, avec un côté très flashy, très arty et mais aussi on est menacé de ringardise, parce que le mondialisme a quand même beaucoup de plomb dans l'aile à ce niveau-là. Bah, il y avait un côté un peu Heu ringard dans cette cérémonie, hein. Faut pas dire Il que y ce a soit un côté ringard, mais moi je trouve qu'il y a un côté très fun. Par exemple, je trouve que le personnage d'Assassin's Creed, oui, porteur de flammes, ça c'était pas mal en soi, mais voilà, il y a quand même une mise en valeur de produits culturels français contemporains. C'est pas mal fait, mais après, il faut pas se mentir, le truc réellement intéressant qui fait le sel de cette cérémonie, qu'est-ce qui, à tous ces petits ornements, donne le supplément d'âme qui va, donner de l'inspiration aux gens, ce sont les monuments parisiens et les monuments parisiens, bah, c'est les monuments d'un État-nation et qu'on voyait qui pas s'est bien parce qu'il bâti faisait un temps absolument dégueulasse, oui, c'était pas ouais, vraiment ça qui s'est bâti là-dessus, on pourrait mmh. dire que les organisateurs pourraient être complotistes contre les catholiques, en disant qu'ils ont prié Dieu pour pourrir le temps et leur Ah bousiller oui, leur quand il y avait une pluie spécifiquement sur ah Paris. oui, le complotisme, ça peut aller dans les 2 sens Mmh. et tout ça pour dire qu'en fait, on a un écrin parisien qui semble un peu occupé par, la mode du moment, le système politique économique dominant du moment, le mondialisme. Alors il l'est toute l'année, mais là, ça s'est particulièrement vu Bah, c'était le but et quand même, je pense. oui et on voit que ça matche pas vraiment, Bah, qu'il y ça a matche quand pas même avec moi, avec qui ça matche pas avec d'autres parties du monde, en effet. bah, ça matche pas avec d'autres parties du monde et puis ça Mmh. matche pas avec, peut-être aussi la réalité profonde de Paris. Et puis je crois que je crois pas, mais j'ai lu que les spectateurs, c'est un fait, sur site étaient absolument furieux. Ils n'ont rien vu. Ils ont payé souvent autour de 2 000 € leur place, pour voir, vaguement des péniches, passer, sous la pluie. Puisque Lady Gaga, par exemple, c'était sur écran, en différé, donc le spectacle, pour eux, était vraiment, Oui. catastrophique, je pense. Bah, Je pense qu'il ça faut ça qu'on j'ai avance parce envie que ça j'ai envie de dire, c'est typique du mondialisme. ouais. On paye, très cher pour aller voir un concert de Metallica, où on Mmh. les voit, de très Non, les gens loin pour des et cons, cetera. encore une fois. Voilà. Bah, ouais. Bah, mais c'est un bon résumé du mondialisme, on prend Oui, les gens pour des ça, bah, cons. oui. Pour une raison C'est une toute bonne simple, conclusion, en on fait. leur dit qu'il y a pas d'alternative. Oui, Si voilà, quelqu'un vous Tina dit qu'il y a et pas d'al bande de cons. Et puis, imagine, si vous êtes pas Flavie, content, c'est un qu'il y a homme du garage. qui vient te voir en boîte, qui te Mmh. dit: «Je veux sortir avec toi», tu dis: «Non», il te répond: «Il y a pas d'alternative». Il te prend pour une conne. Bon, bah, c'est pareil avec le mondialisme. Alors, est-ce que tu as encore des choses à dire sur les JO ou est-ce qu'on va juste Non, non, c'est passer bon, on passe on au va deuxième passer à autre sujet? chose parce que là, ça fait déjà une demi-heure, c'est beaucoup trop. Alors oui, bah, oui, mais il y avait des choses à dire, la revue de presse risque d'être un peu longue. Alors, donc je voulais parler justement du mondialisme parce que les 2 mamelles du mondialisme, c'est quoi déjà les 2 mamelles de la France? Pâturage et culture, si je me rappelle bien. Juste Je crois que c'était Dubélé qui disait ça. Les 2 mamelles du mondialisme, c'est, le libre-échange d'un côté oui. et l'indépendance des banques centrales de l'autre, qui ont été sanctifiés, le libre-échange par, le prix Nobel d'économie qui nous a quittés, je crois, en 2005, Samuelson, qui Mmh. expliquait que le libre-échange, ça fonctionnait toujours et que ça donnait toujours des gains. Et d'un autre côté, l'indépendance des banques centrales qui, s'est progressivement imposée dans les années 70 et 80, disait que «State is not the solution, it's the problem» et qu'en gros, dès que l'État commençait à essayer de contrôler la monnaie ou de l'utiliser pour doper son économie, ça menait à des catastrophes et que donc il fallait que la monnaie soit totalement indépendante du gouvernement.
Mmh C'est un mh. petit peu comme, dans un ménage, il faut que le porte-monnaie, avec l'argent soit totalement indépendant, des gestionnaires du ménage, ça va beaucoup mieux. Bon bref. Donc, ces 2 théories économiques mondialistes qui n'ont jamais été réellement prouvées par les faits, mais qui constituent la base de ce qu'on appelle le consensus Paris-Washington qui s'est imposé, à partir de 86 en Europe et de 90 à coup de plan d'ajustement structurel dans le monde entier, avec des conséquences généralement catastrophiques, hein. On peut penser au Mexique, à la crise d'Asie du Mmh. Sud-Est en 98 et cetera et cetera. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le monde et des économistes dans le monde commencent à voir la lumière. Alors peut-être parce que, les pays ayant pratiqué le consensus de Paris-Washington ne se sont jamais développés, alors que les BRICS, qui ont des modèles hétérodoxes d'économie, des alternatives, eux, vont plutôt bien depuis une quinzaine d'années. Eh bien, des économistes commencent à voir la lumière. Alors là-dessus, notamment un économiste Laugier a écrit un éditorial qui m'a tourneboulé, enfin pas un éditorial, une opinion, enfin bref, voilà, dans Le Monde, où il nous a rappelé que dans son dernier article publié, Samuelson disait que le libre-échange n'était pas forcément une bonne idée avec Oui, un pays comme la Chine. ouais. Et Alors là, j'ai eu envie de dire, ah, sans mmh. déconner, et deux, c'est rigolo parce que cet article, je l'ai traduit il y a une dizaine d'années, et pourtant, on m'a jamais proposé une opinion dans Le Monde. Donc, bah, je suis heureux, je me dis que j'étais dans le turfu et que, maintenant, il va falloir que je me remette à bosser pour, prévoir ce qu'il y aura dans le monde dans 10 ans. Heu, Peut-être une critique de la cérémonie des JO. alors attends, je voulais réagir et je sais pas pourquoi ça vient de m'échapper, c'est très, 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 très déstabilisant quand ça se passe comme ça. Ou oui, donc sur les banques centrales, c'est l'idée, de sortir la gestion de la monnaie de la politique nationale. Ça, c'était l'idée des années 70. Voilà. Heu, or, alors justement parce qu'à un moment dans cet article, je reviens à l'article moi de Éric Albert, le premier, qui nous ils ont voilà la ligne de défense, des directeurs de banque centrale que sont, Christine Lagarde pour la BCE et Jérôme Powell pour la Fed et puis l'autre c'est un Brésilien qui est un peu moins connu. Ils disent que c'est important que l'on reste hors de la politique et que l'on fasse notre boulot. C'est-à-dire c'est toujours cette revendication de neutralité. Mmh. Or, les banques centrales sont tout autant politiques que quand une nation gère elle-même sa monnaie. Oui, bien sûr. C'est oui, oui, là-dessus, on pourrait faire une émission dessus, mais ce que je voulais juste noter, c'est que ça craque. S'il y a Lagarde qui commence à dire: «Ah non, mais non, faut attention, faut pas politiser», c'est que ça commence à s'énerver un petit peu. Parce qu'en fait, il y a un truc tout bête, c'est que quand on a besoin d'une économie de guerre, et je rappelle que le projet de notre vénéré président est de nous faire découvrir que l'économie de guerre crée des emplois et de la prospérité, notamment dans la perspective du conflit ukrainien. Eh bien, une économie de guerre, ce n'est gérable qu'avec un contrôle de la monnaie. Ça a été le cas lors de la Première Guerre mondiale, avec la planche à billets, qui a permis de prolonger le conflit après 1915 et justement quand on a manqué de munitions. Ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, où s'il n'y avait pas eu des artifices monétaires, notamment via la zone sterling en Inde, l'Angleterre n'aurait jamais pu continuer à produire des armes. Donc globalement, cette question du retour du contrôle de l'État sur la monnaie, s'inscrit à mon avis dans ce contexte-là. De plus en plus de gens en Oui, mais prennent conscience et mmh, là, il y a les banquiers centraux qui ont peur, ce qui montre une ligne de fracture dans le camp la guerre, occidental. quand tu parles de guerre, on parle de la guerre en Ukraine. La guerre, elle est européenne. Donc pourquoi, la la BCE ne gérerait-elle pas elle-même une économie de guerre? Parce que le truc de la guerre, c'est que ça ne c'est un quelque chose qui ne peut être géré que par des politiques. C'est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires, disait De Gaulle. Alors si en plus on la laisse à des banquiers, Non, là, tu parles de on se rend l'économie de guerre, hein, c'est pour ça. Enfin, je dis oui, oui, une bêtise, mais mais c'est globalement vers quoi on c'est une des directions vers laquelle s'achemine le capitalisme, hein. Donc, oui. comme
souvent après les crises d'ailleurs. Mmh. Donc, à ce niveau-là, alors on sent que la banque centrale, c'est vraiment touchez pas au Grisby. Ça va être très difficile Mais de en remettre. gros, est-ce qu'on peut dire, Gauthier, que les banques centrales, elles sont là pour, préserver les marchés et que la gestion monétaire nationale serait là pour préserver l'économie nationale et les intérêts, Oui, économiques, nationaux? Enfin, oui, là tu fais très bien de clarifier ma pensée. En fait, quand on commence à dire le libre-échange avec la Chine, bof, et l'indépendance des banques centrales, bof, c'est qu'on a progressivement à nouveau en ligne de mire un capitalisme qui va être plus mondialisé, d'où la remise en cause du mondialisme, mais qui va être beaucoup plus nationalisé ou, dans le cas européen, européanisé, comme tu soulignais l'autre alternative possible. ça, j'attends encore de voir. Je sais pas si on en est encore complètement là, mais pour le cas de la Chine, en effet, c'est-à-dire que le libre-échange ne profite il a toujours été prôné, par les pays forts. C'est-à-dire tant que les États-Unis étaient forts, que l'Europe était forte, le libre-échange leur convenait, bien sûr. Mais à partir du moment où les BRICS montent, et que là, c'est un problème, il s'agit de la montée en technologie de la Chine, si j'ai bien compris. Là, forcément, le libre-échange, la question du libre-échange devient beaucoup plus complexe pour l'Occident. Mmh. Mais c'est pour ça que je voulais mettre en parallèle un petit peu cette sorte Mmh. d'épiphanie sur le chemin de Damas du monde avec la cérémonie des JO. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que le mondialisme, c'est d'abord un programme économique qui ensuite s'est mué en programme un peu sociétal, de liberté, LGBTQI+, et cetera, et cetera. Mais que le socle est économique. Et là, on voit que le socle économique se fissure, qu'il y a une véritable crise de foi, y compris chez les occidentaux, alors que le cosmétisme, en fait, sociétal, lui, continue à battre son plein. Oui, mais bon, ça, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas encore intégré quand même que la mondialisation est en train de battre de l'aile. Mais il faut bien voir qu'en effet, le cosmétisme culturel est là pour aussi fracturer un peu les populations et les amener à penser global. C'est-à-dire la question LGBT, elle traverse absolument les nations. L'immigration aussi massive est là pour balkaniser les sociétés, les rendre moins réactives, en tout cas socialement, hein, sur des questions sociales. Euh, donc, euh, Faire que donc les voilà, groupes les se choses, tapent entre eux. évidemment, bon, pour l'instant, c'est des prémices de démondialisation, parce qu'on va parler de la Hongrie tout à l'heure. Bon, la Hongrie, c'est quand même un cas spécifique en Europe. Et la Chine a toujours protégé ses intérêts et n'a jamais été ouverte à la mondialisation. Donc, bon, là-dessus, sur l'article sur la Chine, il fait un point sur l'économiste Ricardo, hein, selon laquelle chaque pays se spécialise. Je me souviens, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, mais chaque pays, quand on parlait néolibéralisme, chaque pays doit se spécialiser dans la production de certains biens. Donc il y avait comme ça, selon eux, c'est ce Tu sais, qu'ils ont appelé la à diversité. chaque Hein. fois qu'il parle de la spécialisation de Ricardo, Mm. ça me fait penser à cette phrase dans un film de Sergio Leone, la spécialisation des gens. Dans la vie, il y a les gens qui ont un flingue et les gens Oui, qui creusent. Toi, tu creuses. C'est un peu ça la spécialisation de oui, il y a de ça. Ricardo. Il y a de ça. Mhm. C'est un peu le western. Et là-dessus, c'était aussi, oui, la destruction créatrice, évidemment, Mmh. ajoutée là-dessus. Enfin Mmh. là, c'est un peu compliqué à creuser maintenant. Là-dessus, c'est un thème sur lequel, faudra revenir, mais je trouve que cet article qu'on commence à évoquer, le dernier article de Samuelson, il faut rappeler qu'il n'avait jamais été traduit en français. Le seul article jamais traduit en français. Ça montre qu'il y avait dans les élites françaises occidentales une ringardise, une cécité, on peut l'appeler comme on veut. Mais Heu, l'article de Samuelson, c'est lequel? L'article de Samuelson de critique du Ah libéralisme, oui, celui qui évoque Rebut. l'économiste, voilà, dans Oui, son oui, sa tribune where d'opinion. Ricardo, I mean, rebut and confirm Oui, arguments. voilà. Machin. Cet article, c'est ton serviteur qui l'avait traduit il y a Ah, 10 ans. Tu le seul article qui avait été oublié de traduction de Samuelson. Ça mhm. montre un peu une volonté d'avoir les yeux grands fermés et là, je me demande si les yeux ne commencent pas petit à petit Oui. Bah, à de toute s'ouvrir. façon, Alors, j'espère qu'ils tombent pas sur la cérémonie des JO parce que ça va non, je peut-être dirais me que faire un choc. l'événement là, c'est que ce soit publié dans le monde.
Parce Oui, que tout ça, ouais. c'est des débats qui ont lieu depuis des années dans d'autres médias et qu'en effet, Mmh, si ça commence à être publié dans le monde, c'est un frémissement. voilà, c'est un frémissement. Alors, on aborde, un autre sujet qui, là, n'est pas frémissant, mais frétillant, c'est-à-dire l'immigration. Ou le Heu, gouvernement français d'abord. oui, bon, rapidement, parce qu'en fait, il y a rien à dire puisqu'il se passe rien. Mais Ah oui, là, effectivement, c'est pas frémissant, c'est dead, comme dirait Aya Nakamura. C'est attends, je dead, dead. mais oui, donc le gouvernement, bah, écoute, là, de toute façon, on est encore sur l'après JO, donc il en profite un peu et puis il aime bien, notre président, voilà, faire durer, je pense qu'on va attendre septembre et il y a eu cet épisode Lucie Castet, pendant tout l'été, on nous a vendu cette jeune femme, alors que enfin, c'est un peu surréaliste parce que, bon, LFI s'est tout de suite autoproclamé comme étant, légitime à proposer un premier ministre. Bon, a priori, oui, mais on sait à l'issue de quoi ils ont été légitimés à proposer un premier ministre, donc c'est déjà bon, c'est l'aboutissement d'un feuilleton un peu dément et on nous sort cette Lucie Castet qui sort de nulle part, personne ne la connaît, à part que quand même, je crois qu'on l'a déjà dit, hein, sur une revue de presse, elle était directrice des finances de la mairie de Paris, qui était pas loin de la mise sous tutelle il y a quelque temps. Je trouve que quand même on nous trouve des personnages, c'est quand même extraordinaire, quoi. On Alors est là-dessus, nous-mêmes en France dans une situation financière catastrophique et on nous trouve comme première ministre celle qui a deux contribué à la mise 2 sous re 2 remarques. Je note que tu évoques, le président Macron en l'appelant «il». Moi, spontanément, mais c'est peut-être mon côté, lecteur de Stephen King, je l'appellerais «ça». Mais bon, ça oui, c'est oui, pas on peut mal. en discuter parce qu'il y a le côté clown et puis il y a aussi l'autre aspect, je trouve que c'est raccord. 2e chose, tu dis que Lucie Castets ne serait pas compétente parce que, alors qu'elle était directrice des finances, la ville de Paris a failli être mise sous tutelle. J'ai envie de te dire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est en expérience pour gérer une Mise sous institution tutelle. mise sous tutelle, parce qu'elle va plus être confrontée à ça qu'avec des budgets excédentaires, non? Non, moi je la trouvais croquignolette parce qu'elle a tout, enfin elle est, énarque ou normalienne, je sais plus. Normalienne? Énarque, non, non, non. D'accord. Mais elle coche Là, absolument tu m'as toutes les cases vexé. et elle a dit qu'elle voulait pas qu'on parle de sa vie privée parce qu'elle Mmh. alors je trouve ça génial. Elle donc c'est que les gens qui disent: «Refuse de parler de ma vie privée parce que je souhaite protéger ma femme et ma fille». Donc elle en a parlé. Mmh. Tu te souviens de ce petit événement que j'ai Oui, oui. Alors moi, d'un autre côté, sincèrement, c'est l'été. Est-ce qu'on aurait vraiment envie d'avoir Xavier Bertrand ah non, comme, non. 1er ministrable? Là, Lucie Castets, ça met un petit vent de Mais je fraîcheur. crois qu'à la limite c'est mieux Castex parce qu'on irait jusqu'au bout du bout. En termes de désastre des finances, publiques, quoi que vous Mmh. avez oui, enfin, mon Enfin, moi, Dieu. il y a un truc qui me frappe quand même. Emmanuel Macron, va nommer quelqu'un, mais en fait, on se demande si on en a vraiment besoin. Moi, Non, plus ça va, plus je me dis que Gabriel Attal, mais il c'est est pas pas si bien, mal finalement. mais au moins il est hors d'état de nuire, comme il est Premier ministre démissionnaire. Ça ne l'empêche pas de donner ses conseils, alors donc là, sur établir des planchers, Ouais. sur le budget. Parce que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas d'argent, qu'il y en a qui veulent en dépenser et qu'il y en a qui veulent pas qu'on en dépense et aucun n'a la majorité, donc ils vont arriver à rien. Ouais. Bah, de toute façon, Quel ces débats autour du budget que sont complètement Quelque surréalistes. Tout le monde soit a qu'on en tort. reparlera, mais Mmh. là, je suis en train de finir le 2e numéro de Disruption avec une interview remarquable de Bertrand Joly, qui a été réalisé en novembre dernier sur, la troisième République en 1885. On est exactement dans la situation de la troisième République en 1885, c'est-à-dire avec 3 forces au gouvernement, aucune qui veut prendre la responsabilité de gouverner parce que de toute façon le pays est ingouvernable et en gros, bah, ça va donner rien. Mmh. Avec des soubresauts, des changements de gouvernement, des motions de censure, mais ça ne peut rien donner. Et historiquement, est-ce que tu te souviens d'une durée aussi longue d'un gouvernement démissionnaire qui n'est pas remplacé? Alors, non, Gabriel Attal là vient de remplir, vient il y a Léon Marchand, je ne sais pas s'il a brisé des records Léon Marchand, Gabriel Attal en a fait
Honnêtement, entre les 2, j'aurais plutôt misé sur Léon Marchand que sur Gabriel Attal pour briser des records, Mmh. mais bref, c'est un autre débat. Non, mais après, quand on regarde, bah, justement cette période de la Troisième République, de 1885 jusqu'en, 1887-88, bah, en fait, techniquement, c'est des gouvernements démissionnaires parce que c'est des gouvernements qui changent Ouais. toutes les semaines. Mmh. C'est un peu la même chose. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par la poussée de fièvre boulangiste, où les gens ont commencé à en avoir marre, voulaient que la France fût gouvernée. Ils ont Mmh mh. commencé à mettre leur bille sur un populiste. Et là, tous les hommes politiques ont pris peur et ont tout simplement fait passer des magouilles policières pour se débarrasser du général Boulanger, qui lui-même n'était pas une flèche, il faut le reconnaître, Mmh. et mettre en place un régime un petit peu plus musclé, on va dire, avec Mmh. le début de la répression contre les anarchistes, et cetera, et cetera. Honnêtement, je ne vois pas trop comment on pourrait échapper à cette trajectoire. D'autant que le contexte géopolitique est quand même bien plus tendu que, dans les années 1880. Mmh. Et Voilà, donc voilà. quelle trajectoire tu dessines pour la rentrée justement alors? Bah, je vois que Macron va proposer un quelqu'un, que, ça il va pas vraiment obtenir la majorité, donc il va, gouverner, par des accords ponctuels qui vont très vite entraîner une instabilité, des troubles, et on va arriver vers un gouvernement technique, qui va gérer les affaires. Et de Sur toute façon, pendant ce temps-là, quand la France est dans cette situation budgétaire, c'est forcément les instances, outre-France, notamment Mmh mh. l'Union européenne, qui vont jouer un rôle important. Mmh mh. Moi, Ouais. je vois ça comme ça. Oui, oui, bah, Pei c'est Tranquille, peinard, comme disait Churchill, peinard jusqu'à la défaite finale. Non, lui, il disait j de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Je pense que Macron, ça va être l'inverse. Il va avoir des ouais. petites victoires jusqu'à la défaite finale. Mmh. Voilà, voilà. Oui, Alors, en parlant de défaite, on parle de l'Allemagne? tu voulais faire un petit point immigration là sur les où tu Attends, d'abord sur d'accord. l'Allemagne et Oui, après on parlera de oui. l'immigration et on terminera sur la Hongrie. Alors, parce qu'en Allemagne, oui, en parlant justement de défaite, l'Allemagne croit en la victoire de l'Ukraine. Elle est très optimiste, Bah, c'était les puisqu'en banquiers en Allemagne, hein. ah non, 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 vraiment là, ils sont très optimistes. Attends, je te Ah bon? donne les chiffres, Ah tu d'accord. sens qu'ils sont en confiance. En Ouais, ouais. 2024, ils vont donner 8 000 000 d'aide à l'Ukraine. En 2025, ils vont donner 4 000 000 et en 2026, 3 000 000 000. Oui. Donc tu Ouais, vois, ils y croient à la victoire ouais, il y a plus quand pour même un moi petit qu'ils frein. misent à mort sur Ouais, l'Ukraine. d'accord. Mmh mh. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce dont on avait évoqué la semaine dernière, à savoir que, sur Nord Stream, la question du sabotage, a été relancée. Bon, Bah, ça plus que relancé, là, j'ai l'impression que c'était quand même plus que relancé, on avait dit que oui, je oui, parle en litote, oui, c'est les voilà, oui, oui, voilà, officiers mais ce que je trouve étonnant, ukrainiens. c'est que cet article, ne fait allusion jamais à Nord Stream, cet article du Oui, Monde. ah mais de toute façon, l'article du Monde sur cette affaire a déjà été esseulé. Mmh. Et puis après, c'est comme un gosse que personne ne voulait, qui est paumé par ses parents, en forêt de Mmh. Saint-Germain, hein. Le monde ne l'évoque plus, c'est terminé. On a fait l'article comme ça, les complotistes peuvent pas dire qu'on ne l'a pas fait, Ouais. mais on s'en est lavé les mains, Ponce Pilate style. Alors, donc, non seulement les Allemands ont l'intention de donner de moins en moins à l'Ukraine, Mmh. ça tombe bien parce que l'Ukraine, grâce à l'offensive de Koursk, tout va bien. Mais en plus, eh bien, en fait, le ministre des Finances, Lindner, du FDP, a refusé une rallonge. Alors, je vais dire, il est du FDP, donc ça peut se comprendre, il est libéral, il vise l'orthodoxie économique, mais quand même, ça choque beaucoup les Allemands parce que c'est une brèche dans le narratif de: «Il faut absolument sauver le soldat ukrainien». Alors, Oui. là-dessus, comment expliquer ça? C'est qu'on est face à un gouvernement de coalition Mmh en mh. Allemagne qui ne rime à rien. Donc là, ils sont peut-être un peu en avance sur nous, puisqu'ils ont comme chancelier Scholz du SPD, c'est-à-dire de la gauche, qui a le charisme d'une huître avariée.
et qui n'arrive pas à se faire respecter de ses troupes. Mmh. Avec donc les libéraux qui veulent la rigueur, les Verts qui, eux, veulent aider les Ukrainiens à fond, à fond, à fond. J'ai jamais compris le lien entre écologie et guerre. Remarque, Non, comme ça paraît un peu choquant, mais les Verts, ces Verts politiques ne sont verts mmh, que de couleur cosmétique. C'est pas du tout la priorité. Voilà, ils sont au centre ouais, droit et très proches des coalitions de centre droit ou de centre gauche. Et là, oui, l'écologie est vraiment très très cosmétique là-dessus. et Et d'ailleurs, ce serait aussi bien de faire un jour une émission sur les partis, l'histoire des partis verts en Allemagne et en France. volontiers, Il y a beaucoup volontiers. à dire. Mm. Mais là-dessus, sur, les Verts, j'allais dire américains, lapsus révélateur. Les Verts allemands, ils ont moi je les appellerais plutôt les Green parce qu'ils ont une Mm. couleur, ils ont la couleur du dollar. Faut quand même pas se leurrer là-dessus. Voilà, c'est bien dit. Et donc, les Verts veulent soutenir l'Ukraine, les FPD veut limiter les dégâts, et le SPD ne sait pas trop. Ils sont tiraillés entre les deux, et comme ils n'ont pas de chef, on est un petit peu à la Attends, dérive. le FPD, excuse-moi, C'est les libéraux. C'est les libéraux. Les FDP, excusez-moi. FDP, oui. Non, SPD, j'ai entendu alors, F, c'est pour ça. excuse-moi. C'est qu'il y a le SPD qui sont les socialistes, Oui, donc le centre-gauche, et les FDP qui oui, d'accord. sont les libéraux. Mais Mhm. le nom FDP me fait toujours rire pour un parti politique libéral. Je ne sais pas pourquoi. C'est Et un nom allemand, donc, hein. On peut pas. oui, oui, Non, oui, mais bien est-ce que sûr. tout simplement, ils ne sont pas obligés de comment dire, de se limiter à cause de la montée, en effet, de l'AfD et de Die Linke, qui sont radicalement anti-guerre, hein, parti donc dit Ben oui. d'extrême droite, alternativement, un peu d'extrême droite, j'en sais rien, je veux dire, on tourne en rond Alors, autour de ces AfD appellations. extrême droite et Extrême droite et Linke extrême gauche gauche. radicale, Sarah Wagenknecht, donc une gauche qui, une gauche, on dirait un peu la gauche d'avant, une gauche classique qui est moins sur le progressisme que sur le social et Mhm. qui, dans son identité de gauche, déclare vouloir lutter contre l'immigration qui, pour elle, enfin pour eux, euh, contredit à de nombreux égards les buts de la gauche. Donc c'est un Alors, parti assez intéressant à suivre. alors, Die Linke, c'est un parti, j'aurais envie de dire, qui aurait été très intéressant à suivre, mais dans le passé. Mmh. Parce que quand il a émergé au début des années 2000, autour de notamment la personnalité de Gysi, ce Et, parti disait des choses. et d'un autre monsieur qui était le compagnon de Sarah Wagenknecht, comment il s'appelle? Ah, peut-être, ça Je vais trouver le nom. et ce parti était très anti-OTAN, très Oui. anti-atlantiste et disait beaucoup de choses sur, les perspectives de guerre future, dans des pays, d'Europe orientale, tu vois? Oui, fondé Notamment par Oscar Lafontaine, hein, c'est ça. Oscar Lafontaine, oui, qui avait clashé avec Schröder, du Mmh. SPD à l'époque. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit qu'en Allemagne, il y a que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, deux partis qui ont un vrai discours anti-guerre en Ukraine. Mmh. Et malheureusement, j'ai envie de dire, pour les Verts, il faut les écouter parce qu'il y a des élections locales. L'Allemagne étant un pays fédéral, c'est très important les élections locales. Le 1er septembre en Saxe et en Thuringe, et le 22 septembre dans le Brandenburg. Mmh. C'est-à-dire dans trois Länder où l'AfD et Die Linke feront carton plein parce que ce sont des anciens Länder de RDA et que les Ouais. populations de RDA n'ont pas vraiment la fibre atlantiste et Mmh. ont une vision de la guerre qui ne correspond pas tout à fait à celle du monde. Il y a toujours un grand schisme, finalement, RDA, ex-RDA et RFA, Ah ben, les gens de culturellement. RDA ont encore Politiquement. une vraie culture politique. Mmh. Alors que les gens de RFA n'ont plus de culture Ils sont politique parce qu'américanisés. à partir des années 50, en fait, on a démonétisé la politique ouest-allemande et on a dit aux Allemands de s'engager plutôt dans la cogestion des entreprises, etc., etc. Mmh. Donc, il y a une dépolitisation très ancienne, en fait, en Allemagne de l'Ouest, y compris d'ailleurs
pour les gens qui votent le SPD comme la CDU, sont très dépolitisés. La Oui, seule mais aussi exception de par pour la leur engagement dans l'Union européenne et les liens avec les États-Unis. Enfin, je veux dire, tout va aussi dans ce oui. contexte-là et Mais je trouve qu'il y a une trajectoire intéressante de l'Allemagne de l'Est. Quand on la oui. compare, par exemple, à la Pologne, on voit que c'est un pays, donc il y a cet héritage communiste et qui est resté présent et qui électoralement a un impact en Allemagne de l'Est. Sans doute parce que les Allemands de l'Est ont vu leur identité blessée par Mmh. l'arrogance des Allemands de l'Ouest au moment de la Ouais. réunification. Mais ils sont, limitrophes de la Pologne qui, elle, est plutôt, pro-guerre et plutôt, Oui, très liée oui. Ce qui montre que mais la Pologne a totalement rejeté son passé communiste. Tandis qu'il y a eu une nostalgie, ouais, c'est ça très qui ouais, importante, en Allemagne de ouais, l'Est. mmh. Bon, Voilà. c'est pour des raisons Donc en complexes que nous gros, n'abordons pas. l'Allemagne croit en la victoire de l'Ukraine, mais on a l'impression de moins en moins. Ah, mais il y a la solution, excuse-moi, j'allais l'oublier le plus important. Mmh. Pistorius, donc le ministre allemand de la guerre, dit, bah, ou non, c'est pardon, Lindner qui a dit, mais en fait, on va utiliser l'Europe, parce que l'Europe a gelé des avoirs russes au nom de la guerre, justement, et on va utiliser Ah oui, l'argent les qu'on fameux rapporte savoirs. ces Oui. avoirs russes Mmh. pour financer les Ukrainiens, plutôt que ça soit le budget allemand. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Je m'incline. À quoi alors? Tu as quelque chose sur On nous dit l'Allemagne? 2 sujets en 1 heure. Bah non, on a fait plus que 2 sujets en 1 heure. La régie nous dit 2 sujets en 1 heure. On Oui, mais exagère. la régie, elle est jalouse. La régie, qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà. On passe à l'immigration. On a fait 4 sujets en 1 heure. Alors, Et on n'a pas fait oui, l'Europe. alors, attendez, parce que moi, tu vois, j'ai mes papiers partout, c'est une catastrophe. Je ne sais plus comment je m'appelle. L'immigration, oui, rapidement, c'est juste parce que. Tu devrais mettre des post-it, tu sais, Ah, sur ton écran derrière. non, mais attends, c'est affreux parce qu'il y a un autre sujet. Oui, enfin. Bon, ouais, un petit retour au Royaume-Uni, post-émeute ethnique suite à l'assassinat de ces 3 petites filles. Keir Starmer, si je me souviens bien, avait quand même été élu aussi comme un travailliste nouvelle version, avec une gauche, je dirais, plus populaire et plus à l'écoute des Anglais, et avec aussi donc la volonté de lutter contre l'immigration illégale, en tout cas, déjà. Légale, je ne sais plus très bien. Et il a montré sa bonne volonté très rapidement. C'est-à-dire que quand même, là, son comportement pendant les émeutes a été assez... moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, voilà, on peut lister tout ce qu'il a pu... enfin, comment dire comportement qu'il a eu. Alors, c'est un peu délicat à parler de ce sujet, parce que vis-à-vis des Anglais, on va dire, de souche, hein, puisqu'il n'a quand même pas cessé de les traiter de tous les noms, de racistes. Tout ce Il, qu'on est, il les a traités de white trash et ouais. après il les a trashés. Voilà, c'est ça. Et alors, il a enterré donc cette fameuse loi Rwanda, dont se prévalait quand même le Rishi Sunak, qui, voilà, Qui avait doit être pas. triste parce qu'il ne pouvait pas se prévaloir de grand-chose. Oui, oui, mais bon, il n'avait pas fait de grandes promesses, je crois, sur ce sujet-là, et il avait bon, quand même proposé cette loi Rwanda, qui est sans doute critiquable, que je vais pas, on va pas creuser le sujet ce soir, mais de toute façon, elle aurait été très très compliquée à mettre en œuvre. Ceci dit, le Danemark, je ne sais pas où ils en sont par rapport à cette loi Rwanda, mais ils l'ont pratiquée pendant assez longtemps. Donc ça peut fonctionner, même si vous avez après tous les grands corps institutionnels et juridiques qui vous déclarent la guerre. Et d'ailleurs, la Cour suprême du Royaume-Uni avait, je crois, tenté de bloquer cette loi. Et maintenant, après avoir voulu promis de lutter contre l'immigration, il veut mettre maintenant en prison des Anglais qui s'expriment sur la question. Hein, on est à passer de l'autre côté du prisme. Est-ce que c'est ce que tu lis aussi de ton côté? Bah, c'est une manière comme ça que le problème disparaisse. Faut reconnaître qu'il Oui, c'est vrai. avait dit qu'il allait régler le problème. Peut-être Le que pour lui, problème c'est sa façon de régler le est en problème, passe d'être finalement. réglé.
Mais enfin, moi, j'ai trouvé que après, il faut pas faire d'attaque sur le physique, mais il y a quelque chose de très veule qui se dégage de cette personne. Il a un visage totalement inexpressif, totalement sans caractère. Et j'avoue que là, il m'a inspiré quelque chose d'assez rare, enfin vraiment bon, je ne veux pas utiliser de mots trop forts, mais j'ai trouvé que son comportement a vraiment, en fait, sous prétexte de calmer le jeu, il n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Et, je trouve que ça a été Après, des moments assez terribles. Donc, dans la même veine, nous, ouais. en France, oui, on nous promet aussi Darmanin avait bombé le torse en disant que les OQTF, si, ça allait fonctionner. Est-ce que tu trouves que ça match physiquement Darmanin et Keir Starmer? Oui, oui, oui. Et ils Ouais. ont un physique assez semblable dans le côté veule, oui. Je pensais que tu parlais de Darmanin, en fait, tout à l'heure. C'est pour Bah, en ça. fait, ça pourrait s'appliquer à lui aussi, ouais, ouais. Ils ont le même type de. Mais là, je suis un peu mal à l'aise parce qu'on fait des attaques sur le physique. Mais le physique, à un moment donné, quand même, exprime quelque chose quand même de la personnalité. À un Et- moment, quand il y a des politiques qui ciblent des gens en fonction de la couleur de peau, c'est aussi des attaques physiques, hein. Je Ouais, suis ouais. désolé. Mm. Mais rapidement, oui, il y a 2 articles du Figaro, pour ne pas le citer. Alors là, c'est pas dans Le Monde, évidemment. Quoique, il doit y avoir aussi, il faudrait peut-être faire une recherche de la façon dont Le Monde traite le sujet d'ailleurs. Que Fernand Gontier, qui est l'ancien directeur de la police aux frontières, tirait la sonnette d'alarme et donc soulève de nouveau, hein, parce que c'est pas la première fois, la difficulté d'exercer un contrôle efficace aux frontières françaises et européennes. Donc rapidement, il rencontre des difficultés croissantes de recrutement, hein, en cause notamment la complexité extrême des procédures de recrutement. La formation des effectifs se détériore aussi conséquemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir pourquoi, etc. Manque de coordination entre les services, on a l'impression quand même que c'est récurrent depuis des décennies. Et aussi, dans le cadre de l'Union européenne, au-delà des frontières intérieures, celles de chaque État membre, il y a surtout les frontières extérieures, celles de Schengen. Et là, il y a un total manque de coopération, dit-il. La situation est donc aussi dégradée aux frontières intérieures, manque d'accès aux technologies, par exemple, les détecteurs, je crois, thermiques qui sont présents dans les aéroports seraient plus efficaces aux frontières, des routes, pour détecter ce qu'il y a dans les voitures, hein, parce qu'à l'aéroport, c'est un peu compliqué de mettre des gens dans des valises quand même. Et là, ils n'en ont pas du tout. Donc voilà, et ils n'ont absolument pas les moyens d'aucune politique de protection des frontières. Et il s'exprime ainsi, la sécurité des Français commence aux frontières selon l'expression courante, mais on pourrait compléter en disant que l'insécurité aussi, l'immigration illégale, subie et massive devient ingérable, dangereuse et déstabilisante pour les démocraties. Mais là, le mot et nos modes de vie, les frontières permettant de protéger l'intérêt général face à des intérêts individuels étrangers. Il est en poste ou il est Non, démissionnaire? il est démissionnaire. Oui, je me Mais, disais aussi, plus tu déroulais, plus je me disais, il doit être démissionnaire. mais là, quand on parle déstabilisance pour des démocraties, oui, enfin Mmh. là, spécifiquement sur ce sujet-là, le mot démocratie est complètement superfétatoire. Donc Alors, ça ne déstabilise rien puisqu'il n'y a plus de démocratie sur ce sujet. En tout cas. bah, là-dessus, le problème, enfin, comment dire? Le problème, c'est encore une fois le système dans lequel nous vivons. Et nous vivons dans un système, c'est le géographe Christophe Guilluy qui disait qu'on a structurellement besoin de 20 de main-d'œuvre, en fait, sous-payée pour faire tourner l'économie des métropoles. Afin que Charles Henry, qui est trader dans les finances, et Diane, qui est intervenante dans une association après son master en ethnologie, eh bien, puissent pouvoir se payer les services de nounou, de chauffeurs Uber, etc., etc. Le gros problème, c'est que si Diane et Charles-Henri devaient se Tu payer choisis pas très bien tes prénoms, quand même, ces Gauthier. services, pourquoi? Devaient payer ces services au vrai prix qui permettrait aux Oui, oui, mais ça. travailleurs qui va s'occuper de leurs gosses, qui va faire le ménage chez eux, eh bien, s'ils le payaient au vrai prix,
ils découvriraient avec horreur que leur salaire cumulé de 4 000 € en Mmh. métropole Ne leur fait permet pas d'eux de ne mmh, leur permet pas de le faire et mmh, fait d'eux en réalité des prolétaires. mmh, Mais même encore pire que des prolétaires du 19e siècle, parce qu'au moins les prolétaires du 19e siècle, ils produisaient un vrai truc, avec des matières premières, avec mmh. un savoir-faire qui n'était pas remplaçable. Ce qui faisait qu'ils pouvaient rentrer dans un rapport de force avec leur patron, ce qui est très compliqué pour Charles-Henri comme pour Diane de nos jours. Donc en fait, globalement, on est face à un système économique où les gens pensent qu'ils sont beaucoup plus riches qu'ils ne le sont, Mmh. qui donc veulent vivre comme des petits marquis avec des serviteurs et que, bah, ces serviteurs, comme ils sont sous-payés, on doit les payer avec un supplément de l'État-providence européen, c'est-à-dire des aides sociales. Ce qui veut Mmh. dire que les immigrés sont des gens qui travaillent énormément dans des conditions très dures, pour des salaires qui ne suffisent pas à vivre et donc heureusement qu'ils ont la rallonge des aides sociales, sinon ils crèveraient sur place et ne pourraient plus satisfaire les petits besoins de Charles-Henri et de Diane. Mais qui va financer eh bien, c'est Ah, c'est Charles-Henri et Diane aussi qui financent les aides sociales, donc ça tourne en rond. bah, en réalité, quand on regarde de l'impôt, c'est de plus en plus les classes moyennes. Et c Oui, mais C'est-à-dire, Charles-Henri et Diane sont la gens classe moyenne supérieure, ils financent aussi. oui, Mais c'est il y a les un gens élément de aussi, Marianne qui eux, ne peuvent pas se payer, voilà. oui, mais il y a à peu près, je sais Alors plus si je peux juste attends, terminer mon ouais, ouais, raisonnement, le drame de tout ça, c'est qu'on a ce système économique d'exploitation qui fait qu'il est pas possible de fermer les frontières. Et qu'à partir de là, quand un gouvernement, comme un État, comme l'État français, fait des dizaines de lois sur l'immigration en l'espace de 40 ans et que le problème subsiste toujours, c'est qu'en fait, il n'y a pas de volonté non, politique de le traiter parce qu'il faudrait un changement de paradigme non, profond. mais on fait semblant, l'État, Voilà. fait un théâtre permanent sur ce sujet-là et il y a pas de volonté politique d'arrêter, il y a même une volonté alors moi je pense qu'il y a une volonté politique de continuer, hein, c'est Ah même bien différent sûr, bien et de sûr. le masquer et ce que je souhaiterais ajouter à ce que tu viens de dire sur l'aspect économique, c'est que quand même je voudrais pas me tromper de chiffre, donc là je vais pas dire de chiffre, mais c'est au moins 30 mais je crois que c'est plus, de ces immigrés qui ne travaillent pas en réalité, qui ne trouvent pas de travail, donc pour des raisons diverses en tout cas, qui ne travaillent pas et donc vivent des aides sociales. Donc on n'en aurait pas besoin de plus en réalité, il y en a déjà beaucoup sur le territoire qui, au lieu, qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. Je ne vais pas rentrer Alors dans les raisons de savoir pourquoi, est-ce qu'ils veulent, ils veulent pas, c'est pas le sujet. Mais en fait, tout le monde ne travaille pas. Donc le but, c'est alors qu'il là-dessus y ait aussi, aussi une parce qu'il y a tension beaucoup d'immigrés qui sont une immigration en fait de pur peuplement, oui, oui, qui oui, viennent voilà, pour c'est là des où je veux en questions de venir. mariage Il y a une aussi. tension à la baisse sur les salaires du fait du nombre même important d'immigrés, donc ça continue à tendre et il y a les diasporas et les mariages, mais nous, on permet ça aussi parce que ça permet aussi une balkanisation de la France et alors là, on va sur un autre sujet qui est qu'à partir du moment où vous aurez un peuple qui sera hétérogène, Heu, je pense que selon eux et puis c'est aussi, c'est intuitivement compréhensible, il y a beaucoup, les gilets jaunes, c'était encore le vieux peuple, on va dire. Mais plus ce peuple va se changer, heu moins il Ouais, y il y aura aura de révoltes. Parce que c'est pas tellement, on a quand même une majorité d'arabo-musulmans en France. C'est culturellement, ce n'est pas un peuple qui se révolte beaucoup, surtout sur des questions sociales, surtout si en plus ils perçoivent des aides. Hem, donc alors heu, donc là-dessus, là, on arrive sur un autre sujet. Tu es peut-être pas là-dessus, je d'accord pense avec que moi, mais c'est plus discutable. De chez les gilets jaunes, il y avait aussi, alors ça oui, il y dépend en des avait, mais endroits c'est évidemment, bien sûr il y qu'il y avait avait des des gens d'origine mélanges. étrangère, mais C'est c'était vrai c'est vrai que c'est une vieille stratégie depuis l'empire d'Assyrie pour dominer un peuple, oui. de faire venir des gens d'autres régions afin de casser les solidarités, horizontales et c'est quand il y a plus de solidarité horizontale, et bien le peuple ne peut pas se soulever, dans une logique d'affrontement avec les élites, c'est-à-dire dans une logique de révolte verticale. Il y avait Donc des ça personnes d'origine maghrébine chez les gilets jaunes et il y en a, mais je parle même pas oui, des il y a même pas des oui, personnes d'origine maghrébine qui sont encore assez proches de nous culturellement d'une certaine mmh. manière. On a un passé commun.
alors, un passé, plus ou moins heureux, mais on a un passé commun. Même Mmh. l'agressivité, ou le comment dire? Le ressentiment, c'est un passé commun. Mais quand on a des personnes de la terre entière, du Bangladesh, du Pakistan, qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la France ou l'Europe, là aussi, il y a une balkanisation encore différente. Parce que jusqu'à il y a 15 ans encore, c'était principalement Afrique francophone et Maghreb. C'est Aujourd'hui, certain c'est que c'est oui, c'est certain que c'est beaucoup plus compliqué de créer un mouvement social. Après, est-ce que c'est impossible? Là-dessus, c'est un débat très complexe. Je comprends tout à fait tes arguments. Moi, j'en aurais peut-être un peu plus de alors nuancés. oui, on n'a pas le temps de le je Ce termine que je juste voud pardon, Oui, alors vas-y. terminer, après moi je dirais, en fait, quelles seraient les alternatives qu'on Je pourrait voulais juste citer l'autre utiliser? article sur le Vas-y. Conseil d'État qui limite le dispositif maintenant il limite maintenant le dispositif des refus d'entrée aux frontières intérieures, donc je ne sais plus ce qu'est un Mmh. OQTF dans ces cas-là, parce qu'il rappelle toujours que ça doit s'inscrire dans un cas d'accord bilatéral avec le pays, avec les est-ce que c'est avec le pays voisin qui reprennent oui, les pays voisins qui reprendraient les étrangers qui ont transité sur leur sol, Mmh. donc souvent l'Italie, par exemple. Ouais. Donc Les Italiens vont pas vouloir comme c'est récupérer tous les étrangers qui ont transité sur leur sol. bah, oui, non, mais c'est pas faisable non plus, mais moi je pensais qu'il y avait des accords bilatéraux avec les pays d'origine des migrants aussi, donc là-dessus, c'est pas très Et clair. déjà, les migrants, quand ils se font attraper par la police, ne donnent leur nationalité que s'ils le veulent bien. Ils peuvent avoir En perdu plus, leur ouais, papier, souvent ils ont brûlé leur passeport, première chose. ou jeté, Et enfin. deuxième chose, les pays, pourquoi les pays d'origine des migrants les reprendraient, Mmh. si on traite leurs nationaux comme des chiens désirables? Ils vont demander des compensations, des choses comme ça. C'est pour ça que souvent, ça coûte même plus cher de renvoyer un migrant que de le laisser sur le Mais territoire, c'est pas d'où c'est la parce qu'on les traite comme non-exécution des des chiens mmh. indésirables. Il y a tellement de masses que de gens qu'ils sont pas toujours très bien traités, c'est sûr, mais ils sont aussi accueillis par des associations, on leur donne des aides. Oui, mais C'est non, pas mais après d'État à État, le principe d'un ouais. État, c'est toujours de faire pression dans des négociations pour obtenir quelque chose. Vous voulez me Mais beaucoup renvoyer de des pays sont pas nationaux chez mécontents de se moi, qu'est-ce que vous débarrasser, de donnez leur en échange? population. Je pense que Pardon? beaucoup de pays ne sont pas mécontents de se débarrasser d'une partie de leur population, Bah oui, plus ou moins et précaire. puis Donc ils n'ont après, si aucun on veut les intérêt à leur aller en renvoyer, vivre, ils demandent quelque chose en échange. Et spécifiquement l'Algérie. Il y a aussi un problème oui. spécifiquement C'est spécifique. là où on voit à quel point certains États utilisent les migrants, ces pauvres gens, comme des armes, en fait, Mmh mh. comme des armes de chantage pour obtenir des accords, des petits avantages en échange de renvoi. Et la question qu'il faut toujours se poser, c'est combien coûte le renvoi d'un migrant présent en situation illégale sur le territoire? Souvent, ça nous coûte beaucoup plus cher que s'il reste et que s'il, récupère la poussière chez Charles-Henri et Diane. Non, mais une fois Tout qu'ils ça sont est sur le extrêmement territoire, c'est très compliqué. Donc en fait, l'idée, ce serait qu'ils ne puissent pas y arriver, mais ça, c'est vrai que c'est bon, on va pas continuer tout ce Bah, débat-là, mais ça fonctionnait jusqu'à ce que puisque la Libye notamment avait été mmh utilisée mh, comme pays comme Pérou. de 2000 comme pays, tampon pour bloquer, et Oui. depuis la chute du régime de Kadhafi, c'est plus le cas. Alors juste maintenant, moi, pour terminer, en fait, moi je vois un peu toujours le problème suivant, la question, c'est la mondialisation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut la mondialisation, le système mondialisé tel qu'il existe à l'heure actuelle ou pas? Si on veut le maintien du système à l'heure actuelle, si on veut moi je ne me prononce pas sur le fait s'il faut de l'immigration ou pas. Si on est contre l'immigration de peuplement, c'est-à-dire une immigration qui transforme à terme la population, ce que nous connaissons depuis les années 70, bah, ce qu'il faut, c'est libérer au maximum la circulation des frontières. Parce que comme ça, les gens adopteront une migration circulatoire. C'est-à-dire, ils pourront beaucoup plus aller, venir, changer de pays. Alors que là, on est dans un système où quand ils sont rentrés, ils Mmh mh. savent que s'ils ressortent, ça leur coûtera des milliers d'euros pour revenir et qu'ils ne sont pas certains d'y arriver. Donc, dans le cadre de la mondialisation, liberté totale de circulation dans les frontières, par exemple, peut-être Un peu en florentin, poussant. ce raisonnement. Quoi? Pour moi, c'est un peu florentin, ce raisonnement. Et attends, je Ouais. termine. En poussant, par exemple, les étudiants à venir faire leurs études en France et Mmh. après pouvoir repartir dans leur pays, circuler, ce qui Bah, c'est le permettrait de cas. limiter également comment dire? La fuite des cerveaux en Afrique
où les étudiants, c'est pareil, une fois qu'ils sont arrivés en Europe, ils y restent, ils ne reviennent jamais en Afrique, alors Ouais. qu'il y a pour en avoir besoin de médecins. Mais il y a un corollaire, c'est que si on veut la libre circulation totale, il faut la suppression totale de tous les systèmes d'aide sociale pour tout le monde. Mmh. De toute façon, ça tombe bien, dans la mondialisation, on ne peut pas lutter, quand on est un pays ayant des aides sociales, contre un pays qui n'en a pas. Bah, c'est ça. Non, alors là, Et là, on est cohérent. je suis plutôt ton raisonnement, oui, avec Voilà. cette, Ah ben oui, non, oui, mais on ne peut pas avoir le beurre et mais l'argent du parce beurre. que je pense que l'aide sociale est aussi un moyen est un aspirateur et pas le plus sain des aspirateurs. Oui, Donc c'est, je oui, pense que pour moi, je suis tout bien à fait sûr. d'accord, pour moi, c'est le principal problème et on dit que quand, beaucoup de gens disent que c'est impossible à restreindre l'immigration, les aides sociales sont, à mon avis, une des manières les Mais il plus faut être efficaces. conscient qu'il faut supprimer les aides sociales pour tous, c'est-à-dire Ouais, pour les migrants comme pour les non-migrants. oui. Or, à l'heure actuelle, bah, c'est pas possible Non, mais parce que oui. sans aide sociale, les migrants ne survivraient pas Mmh. alors qu'ils travaillent comme des fous parce qu'ils sont sous-payés par, Charles-Henri et Diane qui eux-mêmes sont sous-payés par le système et Mmh cetera et cetera. L'autre alternative, alors là-dessus je ne vais pas m'étendre, mais c'est tout simplement dire stop à cette logique de la mondialisation. Ah moi, Mais je là, verrais juste est-ce que les gens oui, sont prêts à payer le prix? bah, les gens, Parce c'est que, qui? Quel prix? Oui, si, bah, c'est là où le débat deviendrait intéressant oui, en et effet, de toute façon, l'immigration ne ça fait que s'inscrire dans cette logique de globalisme, voilà. bien Et sûr. là-dessus, c'est là où Keir Starmer, je ne me rappelle Mmh. jamais, pour Starmer. moi, de base, c'est un escroc. Mmh. Parce que s'il se dit: «Je vais m'occuper des pauvres britanniques en luttant contre l'immigration», c'est qu'en fait, il veut mettre une rustine sur le système qui fonctionne justement avec des fuites partout. Ça n'a aucun sens et donc il s'amène à Oui, trahir bien et sûr, oui, oui, mais il est pas le seul politicien à faire ça. non, ils Et le il ne font faut tous. pas mettre des C'est petits une bonne bouts de manière d'être sparadrap, élu. et prétendre, bien sûr. Mais d'ailleurs, juste pour terminer sur ce sujet, j'ai une question sur les en effet, tu dis que ça c'est très cher pour eux de revenir parce que, les passeurs et cetera. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils n'arrivent pas avec un avion de tourisme classique. De toute façon, même s'ils ont un visa uniquement de 3 mois, une fois qu'il est expiré, ils restent sur le territoire comme tous les migrants illégaux. Pourquoi payer des passeurs et venir en Mais parce que c'est compliqué d'avoir un visa de touriste quand on est de certains pays vers l'Europe. En fait, ça, c'est notamment ce qu'ont montré, c'est Amilat Charat, qui est la géographe spécialiste des frontières à l'heure actuelle. C'est qu'en réalité, désormais, nos frontières sont délocalisées. Nos frontières commencent avec les consulats dans certains pays. Et mmh c'est là où il y a un travail, un passage au crible absolument draconien qui se met en place. On a toujours un petit peu l'impression, nous, on est des Européens, on a des passeports qui valent de l'or. Mais Mmh. tous les passeports n'ont pas la même D'accord. valeur. Mmh. OK. Voilà. Oui, Voilà, parce que voilà. c'est une Mais question c'est un que sujet passionnant. En fait, il faudrait faire une émission dessus un jour. banco. On On à termine l'occasion. sur la Hongrie, c'est ça? Ouais, on termine, l'émission a duré longtemps, mais ça faisait longtemps Oui, qu'on bah, c'est s'était une pas mission vus. de rentrée, c'est normal. Alors, sur les Hongrois, qui et notamment, sur l'ogre des Carpates, c'est-à-dire Orban, puisque Orban est en train de dévorer la grande distribution internationale dans son pays Mmh. et notamment il y a un bolos, alors c'est Hans Karaich, qui est l'héritier de Spar. Et Mmh mh. alors Hans Karaich va inventer un nouveau concept, c'est le concept de MeToo, mais pour les multinationales qui sont oppressées par des États, puisqu'il parle d'harcèlement. Il est Mmh. harcelé par Orban. D'ailleurs, il a fait des interviews qui ont été publiées dans des journaux hongrois et Orban a attaqué tous les journaux en diffamation. Comme Ouais. quoi, c'est un harceleur Oui, si qui c'était ne. pas très malin, mais bon, faut Voilà, se comme souvent les harceleurs ne reconnaissent pas ses torts. Et donc, en fait, alors de quoi se plaint-il? C'est que le gouvernement hongrois a mis une taxe de 4,5 sur les chaînes de distribution étrangères. Ça ne mmh mh. touche pas les magasins hongrois. Et qu'à cause de ça, Spar, donc, qui est une grande chaîne autrichienne, a 46 millions d'euros de pertes cette année,
Alors, c'est toujours pareil, chantage à l'emploi, qu'ils emploient 16 000 personnes. Quand on m'explique qu'une multinationale emploie des gens, la question que je me pose toujours, c'est combien de gens ont été mis au chômage? Parce que si on emploie 16 000 personnes, mais qu'on en a mis 30 000 au chômage, pas Oui, oui, forcément bah, n'est ça, pas c'est en forcément général, c'est le discours, oui, oui. bien. C'est, Alors, là-dessus, donc globalement, l'arnaque. Orban fait du souverainisme économique. C'est d'ailleurs ce que faisait le gouvernement polonais, lorsque Ouais, c'était parce les que ouais. conservateurs qui étaient au pouvoir et Ah moi, j'ai vu des immédiatement carrefours en Pologne. Moi, j'ai justement, j'ai pas mal de de mal à ouais, voir des carrefours, partout, dans le monde mmh, d'ailleurs, hein, puisque j'en ai vu à Dubaï, et bah, ouais, oui, et tu vois, c'est pas du tout un sujet de satisfaction pour moi. Je mmh. voudrais aller ailleurs que dans un carrefour quand je voyage. C'est vrai que c'est dingue parce que la Hongrie, donc qui est un pays quand même connu pour le poivron, les Ouais. poivrons sont exactement les mêmes parce que désormais dans les Spar, ils viennent tous de Hollande, ou d'Espagne. Donc globalement, on voit que Orban cherche à attaquer, les multinationales, mais alors des multinationales ciblées, vraiment la grande distribution, l'industrie automobile est épargnée, pour en fait recréer des chaînes de distribution hongroises et Enfin, Spar, c'est là-dessus autrichien, c'est l'Autriche-Hongrie, c'est pas encore, c'est pas ouais, c'est tout à vrai, fait c'est vrai. C'est bien, oui, mais pas alors grave. les Hongrois, ils ont pas de si bons souvenirs que ça de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ils aimeraient bien annexer les pays, mais sans les Autri et aux alentours, mais sans les Autrichiens. Non, mais bon, je dis un peu, n'importe quoi, je suis dans mon Ouais, ouais, mais non, mais non, non, mais c'est tu as raison et donc en fait c'est tout ça relativement proche, enfin, je veux dire d'avoir des enfin des grandes surfaces, allemandes et autrichiennes en Hongrie me choque moins, heu, que des Françaises. d'avoir le Carrefour à Dubaï, tu vois ce que je veux dire? Ça Oui, reste, oui, oui. toujours une question de relative Après proximité. après le problème des grandes surfaces, allemandes et autrichiennes, c'est que ça rappelle toujours, une période qui s'éloigne Ouais. de nous, mais qui Mmh. voilà, d'il y a 80 ans Mmh. aussi. Ouais. Il y a ça alors c'est moins net en Hongrie qu'en Pologne, ça, c'est cette inquiétude. Mais tout ça pour dire que donc le monde n'aime pas. Parce que Orban, c'est donc, de la corruption, ça serait des méthodes de chantage et cetera, auxquelles Carrefour a cédé d'ailleurs, puisque 49,5 de la branche Carrefour de Hongrie est désormais avec un actionnaire hongrois et la Commission européenne n'est pas contente non plus et C'est là-dessus, moi je Carrefour suis ou c'est Auchan? Parce qu'on ah c'est parlait Auchan, d'Auchan, oui, il a excuse-moi. négocié alors j'ai l'impression, est-ce que j'ai mal compris Gauthier, qu'on a négocié on a lâché Auchan pour pouvoir, avoir, Framatome ou quelque chose dans le Oh, genre? et aussi pour conserver Auchan, enfin voilà, donc c'est un peu la alors moi la question sur lequel je voulais élargir, parce qu'on a pas mal parlé de crise du système mondialiste. La Hongrie, c'est une forme de remise en cause. Est-ce que tu crois que c'est positif ou est-ce que, d'une certaine manière, le capitalisme mondialisé va pas être remplacé par un capitalisme local tout aussi corrompu et dégueulasse? Oui, alors oui, parce que là, ça me fait penser un peu ce qu'on voit, c'est que ça a été s'est revendu à des magnats, hongrois, proches, peut-être proches d'Orban, hein, j'en sais rien parce que j'ai pas, et donc ça fait penser un peu au capitalisme à la russe, hein, Mmh mh. et en effet, c'est plutôt, vers l'est, souvent assez corrompu. Après, il faut savoir de quoi profite le peuple, c'est-à-dire, à un moment, quels sont le système de prix dans les supermarchés, dits hongrois, et cetera. Là, c'est assez compliqué, de façon comme ça spontanée. Nous, on a tendance à dire: «C'est toujours mieux que ce soit local». Après concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de prix? Qu'est-ce que ça donne en termes de produits? On a habitué, aussi tout le monde à avoir des produits, mondialisés. Est-ce que c'est un retour en arrière pour le consommateur? Bon, plein de questions, comme ça. C'est un peu compliqué à répondre, de façon, unilatérale. En fait, moi, ce que j'ai pensé en lisant l'article, c'est que le problème, c'est que là, très clairement, le monde, condamne, mais qu'il manque une information centrale. Est-ce que cette reprise en main des chaînes de distribution passe également par une relocalisation des circuits d'approvisionnement Oui, des bien sûr, il y a cette supermarchés? question-là aussi. Oui, oui, bien Et sûr. ça, c'est totalement absent.
Ouais. Non, c'est pour ça que c'est assez, je veux pas me réjouir comme ça de façon, en effet, quels sont les circuits, plus ou moins courts et cetera. Je leur fais pas je pense que oui, comme nous dit la régie, rien n'empêche les enseignes locales de se fournir à l'international, si les productions locales ne sont pas suffisantes. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que voilà, est-ce que si c'est pour juste que ça profite à certains manias copains d'Orban en Hongrie, c'est insuffisant, en effet. Après, quand on critique ces démarches, enfin, eurodéputé écologiste allemand, compétent sur les reculs démocratiques observés en Hongrie, au Parlement de Strasbourg, qui dit que on est en train de comprendre que la situation est fragile quand il n'y a pas d'état de droit. Moi, je voudrais savoir ce qu'on appelle l'état de droit. Quand il n'y a pas on prétend qu'il n'y a pas d'état de Moi, droit. j'ai une définition simple de l'état de droit. C'est Ça s'appelle Staatsrecht, c'est allemand. oui, Voilà. soit. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est ça l'état de droit. Ouais. C'est un truc allemand. Mmh. C'est un peu comme le foot. Le foot, il y a 2 équipes qui jouent, et les Allemands qui gagnent. Bah, l'état de droit, il y a 2 pays qui jouent, il y a les Allemands qui gagnent. Alors, de toute façon, les grandes enseignes internationales, le circuit court ou les circuits plus ou moins courts et l'approvisionnement, ça, on prétend s'y attaquer, on le fait pas. Donc, j'aurais tendance à conclure que bon, que ce soit hongrois, c'est déjà ça. Après, oui, voilà, comme nous dit la régie, il va terminer ma phrase, Noah. Même si c'est lié au pouvoir et corrompu, c'est une forme de nationalisme économique, bien que pourri. Bon. Mmh. Voilà, donc c'est mi-figue, Mais mi-raisin, mais mais je trouve que c'est un des enseignements qu'on peut tirer des expériences illibérales en Europe de l'Est, que ça a été en Pologne ou en Hongrie. C'est que bon, déjà, elles se sont fait bâcher par l'Union européenne. Elles ont mis en place un petit peu des politiques anti-multinationales, favorisant les copains, on ne sait pas trop, mais c'est toujours pareil, ce sont des rustines, mais elles ont été incapables de proposer une alternative globale au système qui, a donné naissance à la grande distribution internationale. quand Et tu dis ça, elles ont été incapables, tu bah, parles les expériences, qu'elles soient hongroises ou polonaises, oui, d'accord. on est face, en fait, à des régimes un peu dégradés, Oui, oui, mais qui correspondent toujours aux mêmes logiques, en fait. ouais, c'est ça. Alors ce qu'il faut, c'est changer fondamentalement de Ouais, logique. ouais. Je sais pas, j'ai Si envie si de le en fait, si la évoluer sur démarche, ça a été juste de récupérer, en effet, pour les copains, bah, non, c'est pas voilà. satisfaisant. Non, Bah, les mais de copains, toute c'est façon, important aussi, faut les pas croire copains que parce d'abord. ouais, mais faut pas croire qu'en effet, parce que les nations reviennent, que ce sera aussi, heu, que ce sera dans les clous, hein, Ouais. c'est sûr. Mais écoute Flavie, on a complètement explosé le compteur, mais c'était le plaisir de se revoir. Bien sûr. Donc, bah, je pense qu'on a terminé, sauf si tu as quelque chose encore à Je ajouter. regarde un petit message en régie. Que nous dit Noah? J'arrive pas à descendre Après les heu, lendemains qui chantent, les nations qui chantent. Moi, je crois surtout qu'on fait chanter les nations, mais ça, c'est un autre débat et pas non, qu'à mais l'Eurovision. la corruption, elle est un peu, partout. Bon après, encore une fois oui, bon. Oui, voilà, je m'arrête là. Voilà. Bah, écoute, bonne soirée, merci aux auditeurs et puis Merci à et la à la semaine semaine prochaine maintenant. prochaine. Dans la société des dysphories contemporaines, il faut garder l'esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, il faut passer du constat au combat.